Le programme sur les arbres sauveurs est né au sein de l'association, reste au sein de l'association, mais c'est vrai que par rapport au biomimétisme tel qu'on vous l'a présenté tout à l'heure, 3,8 milliards d'années de recherche et développement en durabilité, on a quelque chose qui peut sembler, en tout cas à première vue, et qui pour l'instant est un peu plus simple, on va dire. On travaille sur des arbres, on fait de la reforestation dans des pays qui en ont besoin, en particulier en ce moment Haïti et l'Inde. Mais il y a des raisons à ça, il y a des raisons pour lesquelles Biomimicry s'est intéressé à ça. Donc c'est un programme qui se passe essentiellement en Haïti. Je vais vous présenter pour les 3/4 des diapos et des informations, c'est sur Haïti. C'est là que se concentre l'essentiel de notre activité. On a un petit bout de programme qui a lieu en Inde. C'est un programme qui est venu, en fait, qui est né d'un programme européen qu'a lancé l'association en Belgique. Et là, on était à fond dans le biomimétisme, c'est-à-dire qu'une partie d'entre nous, avant de venir au biomimétisme, a travaillé sur le développement durable, le changement climatique, la communication sur tout ça, essayer de trouver des solutions à ce genre de choses. Et donc, un problème que nous, on portait très fort dans notre cœur, c'était celui du changement climatique. Le changement climatique, quand on résume un peu, il y a un gros souci de CO2, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Or, quand on étudie le vivant, on se rend compte que le vivant est dans plein de processus du vivant, au lieu de faire comme nous, c'est-à-dire d'émettre beaucoup de carbone quand on fait des choses, le vivant, en faisant des choses, les animaux, les plantes, en faisant des choses, métabolisent du carbone et en font de la pierre, entre autres. C'est-à-dire qu'ils fixent du carbone pendant que nous, on en émet. Donc, le première étape, c'était de se demander comment le vivant fait pour fixer du carbone et est-ce que nous, on ne pourrait pas s'en inspirer. Donc, avant d'arriver directement à ça, juste vous présenter, c'est un programme qui est soutenu par les 3 compagnies privées qui sont là, qui sont Jean Hervé, qui fabrique des produits bio à partir de noisettes, noix, chocolat, etc. Petite entreprise de 30 employés, je crois, dans l'Indre, Clion. Yves Rocher, que vous devez connaître, et Indigo, qui est une société de conseil d'ingénieurs en développement durable. Ces 3 sociétés ont pour intérêt pour nous et pour particularité de faire de la reforestation sans s'intéresser à des crédits carbone. Donc c'est des gens qui plantent des arbres essentiellement pour planter des arbres. Alors ils peuvent faire de la communication sur le nombre d'arbres qu'ils plantent, mais ça s'arrête à peu près là. Donc on ne valorise pas les arbres en termes de masse de carbone fixée dans le bois ou ailleurs d'ailleurs. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus soft pour les projets qu'on développe avec eux et c'est très très bien pour nous pour l'instant. En tout cas c'est vraiment ce qu'on voulait. Alors là ça passe, c'est magique. Donc le premier projet, je vous disais, c'est un projet financé par l'Europe qui réunissait ces partenaires-là. Greenloop, c'est le cabinet de conseil qui a été fondé en Belgique en même temps que l'association qui essaye de faire du conseil en biomimétisme. Et il y avait donc ces 4 universités qui, toutes dans leur spécialité, étudiaient des voies métaboliques qui existent dans le vivant, qui résultent en une fixation de carbone dans le sol ou dans l'eau ou n'importe quoi. Donc la plupart, si je ne me trompe pas, je crois, étudiaient des voies bactériennes. Et puis il y avait cette université-là, l'université de Lausanne, qui étudie des arbres. Enfin, c'est un chercheur que je vous présente tout de suite, Eric Verrecchia, à l'université de Lausanne, qui est un Français émigré en Suisse, qui étudie des arbres qu'il a découverts. Alors, ce n'est pas une espèce d'arbre, ce n'est pas un groupe d'arbres, c'est plein d'arbres à travers plein de classifications, plein de familles à travers la Terre, pour l'instant toutes dans la ceinture tropicale, qui ont une voie métabolique particulière qui résulte en une fixation de carbone dans le sol, ce que les autres arbres ne font pas. Donc, ils ont été appelés les arbres sauveurs, un peu comme ça, parce que bon, c'est un arbre qui donc, pendant qu'il vit sa vie d'arbre, fixe et crée une espèce de dalle de carbone sous lui, et cette dalle de carbone, là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que cette dalle de carbone survivra à l'arbre, et survivra à cette civilisation probablement, parce qu'elle a une durée de vie de au moins 10 à 100 000 ans, mais probablement des millions d'années, c'est-à-dire que dans 100 000 ans, on peut s'attendre à ce que 98 ou 99% du carbone fixé pendant la vie de l'arbre soit toujours là, au même endroit, toujours fixé. Donc ces arbres font un truc assez magique, comme certaines bactéries, ils prennent du carbone dans le cycle vivant, donc le carbone qui circule entre l'atmosphère, l'eau, les arbres, la terre, et qui toujours tourne, hein, et ils le sortent de ce cycle et ils le mettent dans un cycle géologique, où les pas de temps sont complètement différents. Donc si vous fixez du carbone dans du bois,
selon ce que le bois devient, c'est-à-dire si vous faites pousser un arbre et qu'il fixe du carbone en grandissant, selon ce que l'arbre devient, soit il brûle, soit il pourrit, soit on en fait une table de café, puis un jour le café ferme et puis un jour la table est pourrie ou brûle, il n'est pas fixé pour très longtemps. Donc Éric Verrekia me disait la seule façon de fixer du bois correctement, c'est de faire des chalets suisses, parce qu'au moins il dure 500 ans, il est en Suisse. Mais même ça, c'est que 500 ans. Donc dans du carbone, dans du calcaire, c'est pour beaucoup plus longtemps. Donc ce qui se passe quand on creuse au pied de ces arbres, on trouve ces choses-là, là, des espèces de concrétions, et quand on les regarde de plus près avec le couteau suisse qui donne l'échelle, on peut avoir comme ça une espèce de dalle. Alors c'est une dalle très très poreuse, très très friable, etc. Mais c'est de la pierre hein, quand même, enfin c'est du calcaire, qui peut s'étendre comme ça sur plusieurs mètres, voire encore plus, sous l'arbre, dans le sol autour de lui. Donc il y a cet aspect fixateur de carbone, un peu solution naturelle à un problème qui affecte aussi les arbres, entre autres. Et puis ça fait aussi que si tout ça se passe dans un sol acide, quand on met du calcaire dans un sol acide, on effectue ce que les paysans appellent un chaulage, c'est-à-dire qu'on remonte le pH du sol, naturellement, en injectant ce carbone. Or, le pH du sol, quand il est acide, est un facteur limitant de la croissance de pas mal de plantes, et en particulier les plantes que nous, on aime bien manger. Si vous faites un maraîchage dans un sol acide, si vous êtes passionné de bruyère ou de fougère, ça peut peut-être marcher, mais pour faire pousser des courgettes, c'est pas l'idéal, on va dire. Donc, on se retrouve avec des arbres qui, en plus de faire tout ce qu'un arbre fait, fixation de matière organique, remontée d'eau, de micro-éléments depuis les profondeurs du sol vers la surface, enfin tous les bénéfices de n'importe quel arbre, on va dire, fixe du carbone sous forme de pierre, et en plus pourrait avoir un effet fertilisant sur le sol autour d'eux. Alors, quand on dit pourrait avoir, on est en train de faire les études un peu en Afrique et maintenant un petit peu en Haïti et au Mexique sur quantifier cet effet fertilisant, mais les chercheurs de l'Université de Lausanne, des doctorantes qui se baladaient au Bénin, en fait, pour étudier ces choses-là, ont trouvé d'abord des paysans qui cultivaient sous un arbre, en se séparant la circonférence de l'arbre comme des parts de pizza, parce que c'était plus fertile sous l'arbre, donc un iroko. Et puis ensuite, ils ont trouvé les mêmes paysans, ou dans un autre village, qui préservaient un espèce de bosquet d'iroko, une petite forêt à l'orée du village où ils cultivaient rien, tout en sachant que sous l'arbre c'était plus fertile. Et en fait, ils ont expliqué aux doctorantes que c'était un bosquet qui était plus ou moins sacré, c'est-à-dire qu'on n'y touchait pas, et puis quand ça allait très très mal, quand il y avait une grosse famine, le village cultivait de façon communautaire, ce qui n'était pas le mode de culture habituel, mais là ils se mettaient à cultiver tous ensemble dans le bosquet, sachant que là, ça irait bien, que les plantes marcheraient mieux, même si autour il y avait une sécheresse ou si ça ne marchait pas. Et puis dès que ça allait mieux, on revenait à une culture traditionnelle, chacun pour soi presque. Alors, c'est de là qu'est venu le projet. Nous, on est arrivé à discuter avec Éric Verrekia de l'Université de Lausanne. Il nous disait, voilà ce que je sais, en gros. Moi, je suis un chercheur dans une université. Je vais continuer à faire mes flux de carbone, bien quantifier ça, vérifier que c'est bien du carbone atmosphérique qui se retrouve en calcaire, parce qu'ils peuvent aussi des fois prendre du carbone dans le sol et réinjecter dans le sol, ce qui n'est pas très intéressant au niveau bilan total. Donc, ça dépend de où, comment, de comment est le sol, de quel arbre, etc. Et il nous a dit, ça serait typiquement le boulot d'une association de essayer de voir si ces arbres, utilisés en agroforesterie, pourraient pas être des super arbres pour les paysans locaux, quoi. Sachant qu'il y a ces propriétés-là. Donc nous, on a dit, bah oui, effectivement. Les hasards et les puissances obscures des financements possibles nous ont éloignés de l'Afrique. Enfin non, d'abord, c'était pas les puissances obscures, c'était les troubles électoraux en Côte d'Ivoire, qui était le terrain de recherche d'Éric Verrekia, où on allait étudier ça, nous, en tant qu'ONG. On a attendu 1 mois, 2 mois après les élections en se disant ça va se calmer, puis après on a dit bon, ça n'a pas l'air de se calmer tout de suite. Et eux ont changé de pays parce qu'ils pouvaient, et nous, on a commencé à chercher d'autres modèles ailleurs. On s'est retrouvé à explorer des listes d'arbres oxalogènes dans d'autres continents. Donc, qu'est-ce que c'est l'oxalogène ? Pardon, oui, alors c'est le nom de ces arbres qui font cette voie qui résulte en une fixation de calcaire. L'interruption de Tariq me fait penser que vous pouvez interrompre quand vous voulez. Hein. On m'a dit qu'ici, ce n'était pas des conférences formelles, donc pour l'instant, ça y ressemble furieusement. Donc si vous voulez poser des questions, allez-y. Donc les arbres oxalogènes, ces arbres découverts par Éric Verrekia, entre autres, ont une voie métabolique où en fait ils s'occupent des cristaux d'oxalate qu'ils ingèrent et qui sont dans leur tissu. Et pour s'en occuper,
ils font ce métabolisme avec des bactéries et des champignons qui résultent en ces concrétions calcaires. Donc c'est la voie oxalate-carbonate, ça s'appelle. Et donc on a appelé les arbres oxalogènes. Donc sur une liste d'arbres oxalogènes, en Amérique latine, on est tombé sur le premier arbre de la liste, celui qui a priori avait le plus fort potentiel oxalogène. On s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc, Brosimum alicastrum? Moi je ne suis pas assez botaniste pour savoir ce que c'était. Commencé à taper ça sur des sites de recherche internet et à trouver que en fait, cet arbre-là était déjà utilisé dans des programmes de reforestation par des gens qui ne connaissaient pas ses qualités d'oxalogénie, mais qui trouvaient l'arbre super pour plein d'autres raisons. Alors en fait, c'est un arbre nourricier. On pense que c'était un arbre, il y a des théories scientifiques qui disent que c'était un arbre qui devait être ce qu'on dit en anglais staple crop, donc la culture de base, comme si on disait le riz au Cambodge, j'en sais rien, pour les Mayas. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le noyer Maya. En anglais, c'est Maya Nut Tree. Le noyer Maya, c'est une traduction personnelle. Je n'ai pas trouvé de nom français officiel. Donc, c'est un arbre qui se retrouve dans toute l'Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud, qui produit des noix, des petites noix, qui sont à l'intérieur d'un petit fruit orangé comme ça. Pas toujours orangé, ça dépend des variétés, mais un petit fruit, peut-être 1,5 mm de chair, assez bonne, très bizarre, et ensuite une graine au milieu qui est comestible. Alors, les intérêts de cette graine, c'est qu'une fois qu'elle est ramassée et qu'elle est séchée, elle se conserve toute seule. Enfin, c'est très facile à conserver. On peut la conserver sèche, là j'en ai, je vous les ferai passer tout à l'heure. C'est très très intéressant dans pas mal de pays, mais alors c'est super intéressant en Haïti, et en fait, moi je ne le savais même pas quand on a lancé le programme. C'est-à-dire que Haïti est parcouru par des cycles d'abondance et de rareté de la nourriture. C'est quand même un endroit où il y a encore quelques arbres, fruitiers et choses comme ça. Et le fait d'avoir une graine qui pourrait être conservée toute l'année dans des sacs quelque part dans un coin, sur une étagère, n'importe quoi, c'est quelque chose qui va très très loin. Et qu'en fait, on n'a même pas vraiment exploité au niveau propagation du programme, on l'a dit, mais c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. C'est un produit qui est très très riche en énormément d'éléments intéressants. Je ne vous les ai pas mis tous, là c'est juste le faire, mais il y en a plein, il y en a toute une liste, et à chaque fois il est plus riche que du maïs, plus riche que du soja, plus riche que du riz, enfin il est très très, il semble vraiment pacté de pas mal d'éléments nutritionnels intéressants. On peut boire la sève, on peut faire de la glace avec la sève, on peut manger les feuilles, les humains mais surtout les animaux, ça augmente la lactation des mammifères. Chez tout le monde, y compris ils ont eu des retours de femmes qui étaient en train d'allaiter et qui avaient des problèmes le lendemain parce que il y avait une poussée de lait trop forte, quoi. Donc c'est intéressant si on élève des chèvres par exemple, ou pour le lait, ou des vaches, c'est quand même pas mal. Et en plus, donc nous, on le sortait d'une liste d'arbres oxalogènes. Donc quand j'ai contacté les gens qui travaillaient depuis 10 ans dessus, et que je leur ai dit en plus, il y aurait peut-être une qualité nouvelle à votre arbre, ça s'est bien passé tout de suite, on va dire. Alors, avant de continuer sur les arbres, il y a quelqu'un qui est venu me voir là au début de la conférence avant en me disant oui, en fait, je viens de faire une formation en permaculture. Est-ce que c'est de la permaculture que vous faites? La réponse était oui, dans une certaine mesure. Moi, je ne suis pas un expert en permaculture, mais on essaye d'y tendre. La permaculture, en fait, c'est une façon de faire de l'agriculture en s'inspirant de la nature. Donc, c'est une espèce de biomimétisme appliqué à l'agriculture avant l'heure. Puisque la permaculture, le nom en tout cas, préexiste le biomimétisme officiellement nommé par Janine Vignoux il n'y a pas si longtemps. Donc, oui, on essaye de faire de la permaculture, de l'agroforesterie, c'est-à-dire de l'agriculture liée aux arbres, puisqu'on part des arbres, mais on sait bien qu'on ne va pas manger juste de la noix maya, et qu'il y a des soucis en Haïti ou à d'autres endroits où on développe ce projet, qui sont un peu les mêmes partout, que j'ai essayé de résumer ici rapidement, par exemple en parlant de boucle ouverte et négative. C'est-à-dire qu'une conception moderne de l'agriculture, c'est un système linéaire. C'est-à-dire qu'on a le champ qui est un support, on a des choses qui rentrent, et puis on a des choses qui sortent. Et ça, c'est une recette pour un désert, en fait. Enfin, pour un désert ou un désert très faiblement cultivé. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup d'eau, on ne crée pas de symbiose parce qu'on ne cultive qu'une seule espèce. Il n'y a pas de biodiversité, le champ ne préserve pas la biodiversité. En général, il érode un peu partout. Souvent, on cultive une espèce qui n'est même pas du coin, donc elle n'est pas très bien adaptée au sol, elle n'est pas adaptée aux champignons locaux, elle ne développe pas de symbiose avec les champignons, les bactéries, etc. Le champ passe une partie de son temps dans l'année sans être couvert par la plante, donc le sol sèche, l'eau s'évapore,
la partie fine et riche du sol s'en va par érosion éolienne ou sous l'effet d'une pluie violente. Bref, quand on commence à considérer ça comme ça, on voit que c'est un truc où on perd de tout. On perd de l'eau, on perd de la matière organique, on perd des oligo-éléments, on perd tout ce qui fait la fertilité de la Terre, et à chaque fois, tous les ans, on essaye de compenser cette perte en rajoutant des choses, et on n'y arrive pas du tout en fait, ça se perd de plus en plus. Ça, c'est l'agriculture telle qu'on la pratique en France, conventionnelle, mais c'est un peu aussi la même chose en Haïti, même si on est un petit paysan haïtien, en général, ça se rapproche pas mal de ça quand même. Donc l'idée, c'est de passer de ce genre de modèle à des modèles en boucle fermée, avec des arbres, bien sûr. Alors, si on commence à mettre des arbres autour des champs, déjà, les champs, ils sont un peu à l'ombre, moins de perte d'eau, moins de besoin d'eau pour les plantes aussi. On commence à couvrir le sol d'un mulch. Alors, ceux qui connaissent la permaculture m'excusent, hein, je répète, j'enfonce des portes ouvertes, ou la permaculture, ou l'agroforesterie, ou l'agroécologie de Pierre Rabhi, c'est un peu tout pareil. On fait du compost, on fait des haies, on bloque les ruissellements d'eau, on essaye qu'il n'y ait pas trop de vent dans notre terrain, on essaye qu'il n'y ait pas de bétail qui passe dans notre terrain. On fixe du carbone dans le sol, à cause des arbres oxalogènes. On essaye d'installer des foyers à biochar, c'est-à-dire des choses qui brûlent des déchets végétaux au lieu de brûler du bois ou du charbon pour que le foyer qui fait la cuisine utilise moins de bois, donc on a moins de chances de couper les arbres qu'on est en train de planter. Ça serait une bonne idée. Le foyer à biochar produit un charbon qui, au lieu d'être utilisé comme charbon, il pourrait être utilisé comme fertilisant du sol, aussi avec les effets des arbres oxalogènes. Voilà, on essaye de mettre un système où en fait chaque élément va enrichir une partie du système lui-même et rien ne va sortir. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle en boucle fermée positive. Si ce système commence à se mettre en place, en fait, le système s'enrichit petit à petit de plus en plus. Et la capacité de chaque élément du système à enrichir le système croît avec le temps plutôt que l'inverse. Alors on n'y est pas encore, hein, je ne vous le cache pas. Mais en fait, même si vous arrivez à convaincre un paysan haïtien de faire du compost avec tous ses déchets végétaux, il est déjà sur une autre trajectoire, hein, parce qu'il y a beaucoup de déchets végétaux, il fait chaud, le compost il va super vite là-bas, ça fait déjà que le paysan se retrouve avec une matière organique utilisable, il peut refertiliser son champ, il peut arrêter d'acheter des engrais chimiques, ça change tout. Si vous le convainquez si vous arrivez à le convaincre de couvrir sa terre de toutes les feuilles mortes qu'il a, pareil, il y a une humidité qui va se développer au ras du sol, la vie va revenir dans le sol toute l'année, quand il va planter ses plantes, ça va rien à voir. Donc toutes ces choses-là on n'a pas besoin de mettre tout en place pour que ça marche. Alors, j'en reviens maintenant au programme. On s'est donc intéressé à cet arbre. On a trouvé une organisation qui était déjà en train d'introduire cet arbre en Haïti. On pensait à cette époque-là que l'arbre était anciennement natif en Haïti. On est tous pas mal écologistes à Biomimicry Europa et on n'aurait pas pris un arbre qui n'existe pas dans le coin en tout cas. On était assez prudent avec ça, même s'il est miraculeux. Il y a beaucoup de gens avant nous qui ont introduit des arbres miraculeux aux quatre coins de la planète, avec des résultats variés. Des fois ça va, et puis des fois ça va pas du tout. Un arbre miraculeux qu'on transplante de la moitié de l'hémisphère, ça peut faire des dégâts. Donc on pensait qu'il était natif en Haïti. Maintenant on le pense un petit peu moins, pour être franc, mais il existe en Jamaïque et à Cuba, donc les deux îles très très proches de l'île d'Hispaniola. Des discussions que moi j'ai eues avec des botanistes du jardin botanique, pas en Haïti, mais en République dominicaine, semblent indiquer qu'ils n'ont jamais vu cet arbre et qu'il n'a jamais été vu sur l'île d'Hispaniola. Nous, on n'en a pas trouvé dans les forêts. Alors évidemment, en Haïti, c'est très dur de chercher parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de forêts qui restent, mais d'autre côté, en République dominicaine, il y a encore des vieilles forêts et moi j'ai trouvé entre autres des vieux agriculteurs, un petit vieux d'un village où quand je suis passé dans le village, on m'a dit si tu veux savoir quelque chose sur les arbres, il faut demander à lui, quoi. Et ça fait 30 ans qu'il se balade dans la montagne. Et quand je lui ai montré mon arbre, ça n'a pas eu l'air de lui évoquer grand-chose. Donc on pense maintenant qu'on est en train d'introduire cet arbre. C'est pas nous qui avons commencé, mais on continue. Mais on se console en se disant que comme il existe à 50 km de là de façon native, on ne fait pas quelque chose de très très violemment contre l'écosystème global. Ceci dit, Haïti est envahi de plein de choses introduites parce qu'il y a plein d'organisations qui ont décidé que leur plante était la meilleure et qu'il fallait la ramener de Malaisie et la planter massivement en Haïti. Donc on ne fait pas ça, mais on plante pas mal d'arbres. Et c'est une des résultats principaux du programme, c'est qu'on a réussi à implanter ce programme en Haïti maintenant depuis 2 ans et demi. Il y a à peu près 75 000 noyers mayas qui ont été distribués, on est en train d'atteindre les 75 000 je crois maintenant, à la population. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on importe des graines
Le problème, c'est que les graines sont récalcitrantes, on appelle ça, c'est-à-dire qu'elles vivent pas très longtemps, une fois qu'elles sont tombées de l'arbre. Elles sont faites pour germer sous l'arbre, en gros, ou être transportées par les animaux et germer très vite. On nous avait dit au début qu'elles avaient 10 jours. Donc quand vous voulez ramasser des graines au Yucatan, au Mexique, les faire passer les douanes mexicaines, les faire prendre un avion jusqu'à Miami, puis en Haïti, les faire passer les douanes haïtiennes, aller dans le terrain et les planter en 10 jours, au début, c'était très compliqué. En fait, on s'est rendu compte, en n'y arrivant pas, que 2-3 semaines, elles survivaient. Donc, on a pu commencer à évaluer un taux de survie moyen à 2 ans, parce que c'est entre 1 et 2 ans, qui serait de l'ordre de 67%, ce qui est, pour l'instant, on a des doutes là-dessus, en fait, nous et les gens à qui on avance ce taux, parce qu'en Haïti, ça serait un miracle d'arriver à 67%. Les gens à qui j'ai communiqué ce taux d'habitude, au début m'ont dit, d'habitude, un programme de reforestation en Haïti, s'il atteint 10% de survie à 1 an des arbres, c'est déjà pas mal. Donc, mais là, comme on a un arbre sur lequel on communique pour la nutrition, pour l'aspect nutritionnel, et qu'on le distribue de façon très particulière par rapport aux autres programmes de reforestation, on pense qu'on a ce taux. Quelque chose par là. On a des pépinières qui se sont installées un peu partout sur l'île, enfin à 2 endroits principalement, je vais vous montrer ça, et on a environ 6000 personnes sensibilisées à divers degrés, beaucoup plus encore qui connaissent le programme. Alors, le programme s'est implanté auprès de 2 associations. Donc, en fait, la démarche, ça a été que quand on a commencé à lancer le programme, moi, j'ai cherché des organisations qui plantaient déjà des arbres en Haïti. Parce qu'on s'est dit, c'est pas nous, Biomimicry Europa, qui allons débarquer en Haïti et dire, OK, on va planter des arbres ici, quoi. C'était une solution pour l'échec. Je voulais dire aussi qu'on s'est implanté donc en juin 2011, ça a commencé. Et que donc ça n'avait aucun rapport avec le séisme en Haïti. Ça faisait 1 an et demi qu'il était déjà là. Et les organisations qui travaillent là-bas travaillaient avant le séisme et sont plutôt sur une vision long terme que une vision, il faut sauver les populations après le séisme en plantant les arbres, ce qui sera un petit peu difficile à défendre. Donc ces 2 organisations qui sont à l'extrême sud-est d'Haïti, à la frontière avec la République dominicaine, et pas mal à l'extrême nord-ouest d'Haïti, du côté de Anse-Rouge, une ville là dans le nord-ouest. Et ces 2 organisations qui sont toutes petites et qui n'agissent que à ces endroits-là, qui sont implantées que là. Et quand on va là, on est soit la seule, soit une des 2 ou 3 organisations qui travaillent là-bas. Donc Haïti, c'est plusieurs milliers d'organisations internationales qui travaillent, toutes à Port-au-Prince, certaines dans les grandes villes comme Gonaïves, Cap-Haïtien, Jacmel, etc. Puis ensuite, quand on s'en va dans la campagne, des fois, il n'y a rien. Déjà, il n'y a pas de route, c'est un petit peu difficile. Ça, pour vous donner une idée, ça fait, par la montagne, en passant par là, comme ça fait 135 km. Quand on veut y aller, quand on part de Port-au-Prince pour faire les 135 km pour arriver à Anse-à-Pitre, on part à 6 h du matin et on espère arriver quelque part dans le milieu de l'après-midi. Et après, on s'écroule. Qu'on les fait en voiture, en camion, en moto, en n'importe quoi, après, on ne fait plus rien de la journée parce que on passe une chaîne de montagnes sur une piste, on traverse des rivières, etc. Et 135 km dans la journée, c'est bien. On ne peut pas faire plus. On peut pas aller ailleurs, on ne peut pas faire l'aller-retour dans la journée, c'est impossible. Moi, au début, j'avais du mal à le croire. Je me dis, mais 130 km quand même, si je pars tôt, est-ce que je peux revenir? Non, c'est vraiment pas possible. Et là, c'est pareil, c'est 250 km, il y a un peu de route jusqu'à Gonaïves, et puis après, là, sur les derniers 50 km, on met 3h30 à travers la montagne. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations. Moi, je me suis retrouvé ici à essayer d'explorer dans les villages les arbres qu'on avait plantés l'année d'avant pour estimer le taux de survie que je vous ai donné. Et je me suis retrouvé à attendre avec les gars du programme, les Haïtiens, moi, donc j'étais le seul blanc évidemment, assis au bord de la route. Et il y avait un petit gamin qui passait avec sa sœur. Et en fait, la sœur avait peut-être 12 ans et le gamin 7 ans. Ils sont arrivés une première fois et le gamin est reparti en courant à quelques mètres avant nous. On n'a pas fait attention, puis ça s'est reproduit une fois, puis après il est arrivé jusqu'à notre niveau, puis une fois qu'il était à notre niveau, parti en courant dans l'autre sens, il a réussi à nous passer, mais il partait, et en fait il avait peur de moi, parce qu'il n'avait jamais vu un blanc. Et alors après, les Haïtiens qui étaient avec moi, morts de rire, ont réussi à l'enrôler dans la visite qu'on était en train de faire, et à un moment, pendant qu'on marchait, il leur a posé une question, ils sont tous partis à rire, donc j'ai demandé une traduction, et en fait il demandait ce que j'étais. La question c'est, est-ce que c'est un homme, en fait, est-ce que c'est un moon, un humain, quoi. Et il avait 7 ans quand même, le gamin, il n'avait pas 3 ans, mais il ne savait pas ce que j'étais, quoi. Et moi, je ne pouvais pas, évidemment, m'en rendre compte, quoi. Mais, donc, et lui, il vit à
10 km d'une grande route qui mène à la seule grande ville du coin où il y a Action contre la faim, la Croix-Rouge, enfin des gens comme ça, quoi. Sauf que les 10 km et s'arrêter dans le village où on s'était arrêté, c'était jamais arrivé dans les 7 dernières années apparemment, quoi. Donc c'est des choses assez étonnantes. Alors, pour vous détailler un petit peu plus ce qu'on a fait sur les arbres, comment ça s'est répandu. Donc ici, on travaille dans le sud à Pedernales, à Ansapit, qui est à côté de Pedernales. Pedernales, c'est la ville dominicaine, avec une association qui, elle, est une association internationale, mais qui s'est implantée en Haïti, c'est Sadhana Forest, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est issue de l'Inde et qui vient de Auroville, en fait, cette espèce de communauté internationale. Donc c'est une association fondée par un Israélien qui vit depuis 10 ans là-bas, l'association est créée et organisée depuis 10 ans en Inde. Et il y a quelques années, on commençait à leur dire pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de faire votre programme qui semble bien marcher en Inde, aussi en Haïti. Donc pareil, eux, ils sont arrivés juste après le séisme, mais en fait, ça faisait 1 an qu'ils cherchaient à arriver en Haïti, donc ils sont venus quand même. Ils sont installés là, donc là, on a planté par exemple 23 500 arbres dans la ville, dans sa pitre, ou juste autour. Et puis après, petit à petit, quand le programme prenait de l'ampleur et puis que les gens commençaient à connaître, ils remontaient la route en fait avec des camions ou des choses comme ça, puis on a fait des distributions d'arbres un peu sur toute la route dans la montagne, puis il y en a certains qui sont partis en bateau, qui sont allés se planter ailleurs. Et quand on regarde dans le nord, c'est un peu la même chose, ça a commencé ici, donc on avait au début 4 pépinières ici, et puis ensuite, c'est un des bons signes pour nous, c'est qu'il y a des paysans du village d'à côté qui sont venus en délégation chercher des arbres en fait pour leur organisation, pour les mettre dans leur pépinière, les distribuer à leurs membres. Et donc, du coup, il y a une espèce de... Ça va pas très très vite, mais en même temps, ça fait que pas loin de 3 ans maintenant qu'on est là. En fait, il y a un intérêt qui se dément pas et il y a du bouche à oreille qui se transmet. Alors, il y a un bouche à oreille entre organisations ONG internationales. Donc, il y a des ONG qui nous ont envoyé des équipes de techniciens de terrain pour les former sur cet arbre, sur la permaculture et des choses comme ça. Mais après, le mieux qui nous est arrivé, je pense, c'est vraiment les organisations paysannes. Par exemple, ici, là, là et là. C'est des gens qui sont... c'est des espèces d'associations haïtiennes, mais sans statut. Oui ? On a du mal à vous entendre. Pardon. Comme ça, c'est mieux ? Ah ouais, mais là, moi, j'ai l'impression de hurler. Pardon. Donc, les organisations paysannes, c'est des espèces d'associations informelles de paysans. Je suis même pas sûr qu'ils ont des statuts la plupart du temps, mais des fois, ils existent depuis 10 ans, il y a 2800 membres, quoi. Donc c'est des choses, 2800 membres dans toutes les montagnes autour d'une ville. Donc quand ils arrivent et qu'ils disent on est intéressé par votre arbre, c'est pas mal, quoi. C'est une autre échelle tout de suite. Évidemment, ils ont des pépinières, ils ont des agronomes formés sur place qui enseignent à leurs membres, etc. C'est des associations qui sont très, très bizarres pour nous. Par exemple, il y en a certaines qui fonctionnent en se réunissant toutes les semaines. C'est une espèce d'AG toutes les semaines. Pas vraiment, mais un rassemblement de tous les membres qui peuvent venir et ils payent une cotisation hebdomadaire, qui est rien du tout, mais qui à la fin, sur 52 semaines, ça fait vivre l'association, ça peut payer 1 ou 2 salaires, etc. Parce que pour les membres, c'est plus facile de payer une petite dîme chaque semaine quand ils viennent, que de payer un truc annuel, bien sûr. C'est des choses qui sont assez largement ignorées de toutes les organisations internationales, apparemment, et du gouvernement, ce qui va un peu ensemble, d'ailleurs, parce que c'est pas des organisations centralisées, hein, c'est local. On a une organisation... des paysans de la Victoire, une organisation des paysans de Gros-Morne, et c'est vraiment des trucs qui se sont faits localement et entre eux. Et du coup, ils ne sont pas très très sensibles aux directives du ministère de l'Agriculture, ils sont un peu syndicalistes, et du coup, ils sont moyennement appréciés et par le gouvernement et par les organisations internationales. Donc, mais nous, on apprécie énormément qu'ils viennent nous voir. Alors là, j'avais prévu de faire un petit intermède vidéo. So the Shokogu program started for Biomimicry Europa, my organization, by looking at oxalogenous trees which are producing Ça va répéter une partie des choses, hein, mais c'est juste pour avoir des images. Which is carbonates. They put carbonates in the ground as they grow, and these carbonates can come from CO2, atmospheric CO2. So it's interesting, my NGO, because CO2 in the atmosphere is a problem for global change, of course.
was also interesting because by doing this, they potentially act as fertilizers. Donc ça, c'était une mission qu'on a fait auprès de paysans dans une cascade dans la montagne avec Sadhana Forest il y a 1 an et demi. So we thought it's interesting to test the model with farmers, actually in places where it could be promoting food security, to test the model of planting oxalogenous tree and trying to plant food under it or around it. Now we are 1 year from the first batch of seeds, and close to 55,000 trees have been taken out of nurseries on the island and distributed to farmers. And here we sit in Cascade Pichon, a very remote place on the south part of Haiti, where farmers have asked Sadhana Forest to come and help fight erosion's problem. There's lots of slopes here which have been eroded due to slash and burn practice. So there was probably a very lush tropical forest here, and there's only a patch of it left around the cascade which is behind us. So we've come to plant trees, plant vetiver, do bonds and erosion control practices. And of course we came also with the Shokogu. Oui, alors on me demande de faire les commentaires en français parce que les sous-titres sont illisibles et en plus les accents ont sauté. Donc on est venu à la demande d'un groupe de paysans pour Pourquoi tu parles en anglais? C'est un film anglais. On est venu à la demande de paysans pour faire une démonstration des luttes lutte contre l'érosion, récréation du sol et évidemment planter des arbres. Donc on était une trentaine parce qu'on était en train de finir un cours de permaculture et on s'est tous déplacés en camion. On a passé 3 jours dans le village à bosser avec les paysans pour faire un petit jardin pilote et pour planter des arbres. Shokogu. Ah oui, alors l'arbre il s'appelle Shokogu en créole, ça c'est l'organisation dans le Nord qui leur a donné ce nom-là parce qu'en fait on peut faire une boisson qui ressemble à du chocolat. Je vais vous montrer tout à l'heure la plus grande. Voilà, c'est tout. Alors pourquoi Shokogu? Shokogu parce que quand on torréfie les graines, on peut faire une boisson qui va ressembler à du chocolat. J'ai pas osé vous faire la boisson, pour l'instant je maîtrise pas la boisson honnêtement. Je vous ai fait un gâteau pour tout à l'heure. Qui ressemble un peu à un gâteau avec du chocolat. Je peux faire une petite remarque, Daniel? Ah, je t'en prie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que personne au sein du Europa avait anticipé que pour les Haïtiens, cet arbre, ça serait ça, en fait, avant tout. Nous, on était venus avec des idées et qu'en fait, les gens se sont appropriés. C'est ce que tu me disais, hein, Daniel, quand tu es revenu, et qu'ils ont décidé de l'appeler Shokogu, en fait. Non pas le noyer Maya, ni juste parce que pour eux, visiblement, ils boivent beaucoup de café, c'est ça, hein, c'est vraiment une... Il y avait une histoire avec le café, oui. C'était l'organisation Article 29, celle avec laquelle on travaille dans le Nord, qui a commencé à distribuer des graines en fait à des femmes qui avaient été formées à l'utilisation de ces graines et donc qu'on ont fait de la boisson, des gâteaux, des choses comme ça. Et en fait, il y avait eu un retour qui avait été fait, c'est-à-dire un des maris des femmes qui avait fait ça était revenu voir l'organisation en demandant comment on peut avoir les graines de cet arbre pour le planter, parce qu'en gros, il se rendait compte que ça lui ferait un ersatz de café quand il serait vieux et qu'il aurait trop de tension pour boire du café et qu'il pourrait du coup avoir ce truc-là toute sa vie. Et donc ça l'intéressait beaucoup. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont fait ce truc Shokogu, donc le goût de chocolat, hein, tout simplement. Le créole c'est assez simple. Alors d'autres signes positifs, on est soutenu par des stars internationales. C'est plaisanterie mise à part, c'était juste une rencontre entre donc Aviram, qui est le fondateur de Sadhana Forest en Inde, qui passait en France, et Pierre Rabhi, puisque j'habite dans le village juste à côté de lui. Donc il est venu faire une conférence et on a organisé une rencontre avec Pierre Rabhi. Ça, à gauche, c'est là-haut, à gauche, c'est la première rencontre avec un groupement paysan. Alors, en fait, on était en train de visiter une des pépinières que nous, on a mis en place, ou aidé à mettre en place. Elle existait déjà, mais on l'a remise à niveau, on va dire. Et puis là, il y a des gens qui sont arrivés dans la pépinière et qui en fait venaient du village de l'autre côté de la montagne, à quelques heures de marche, et qui représentaient justement ce groupement. Et on commençait à s'asseoir avec nous, à discuter, à faire une réunion impromptue dans la pépinière à l'ombre pour discuter ce qu'on pouvait faire avec ce groupement paysan. Un des trucs sur lesquels on est assez content aussi, c'est qu'il y a eu des formations, y compris Sadhana a organisé des cours de permaculture, sans doute les premiers en Haïti, en haïtien, grâce à ce monsieur au centre, qui est un des volontaires de Sadhana, qui est un haïtien américain
qui est donc capable, et un permaculteur en plus, donc qui est capable de faire les formations en créole. C'est sa langue maternelle, donc ça aide. Alors je vous ai mis une petite vidéo là-dessus aussi pour rigoler, parce qu'on n'est pas là pour pleurer. Attendez. Alors elle doit être là. Alors il faut que je vous donne le contexte parce que vous n'allez rien comprendre, c'est enregistré avec mon téléphone ou non mon petit appareil photo. On était en train de faire une formation sur le fait que quand on a planté des choses dans un raised bed, une butte, le mieux c'est quand on récolte les légumes, c'est de les couper et de laisser les racines pourrir dans la terre, parce que ça enrichit la terre, etc. Et que le geste... Alors on explique tout ça, on commence à faire la butte, puis Jean demande à certains des élèves de nettoyer les mauvaises herbes, et évidemment ils arrachent tout. Réflexe, quoi, ils prennent les plantes, ils les arrachent, donc les racines partent. Donc là, Jean, pour asseoir la formation, a décidé de faire une confession catholique pour la mort inutile des racines. Donc, donc il est en train de parler en créole tout doucement, mais il y a des racines dans un seau et il fait la confession quoi, au bon Dieu. Avec nous aujourd'hui, les racines mortes pour rien, et nous reconnaissons notre péché. On a tous péché. Et nous espérer que vous oubliez que c'est la vie au fait. Donc voilà, c'est juste ça, mais il a complètement improvisé son truc, c'est-à-dire qu'il a commencé son enterrement, mais il a quand même pris le Seigneur à témoin, quoi, donc pour les Haïtiens ça rigole pas, et puis après c'était pour les racines, quoi, donc lui il était mort de rire, les autres à côté étaient morts de rire, et puis finalement l'assistance était partagée entre les deux, et rigolait, et ils comprenaient pas. Ben, ils ont bien compris que les racines étaient très importantes ce jour-là, et j'avais trouvé ça rigolo. Alors, je continue un petit peu là. Ah oui, là on arrive aux choses qui ne marchent pas. Ça c'est une diapo que j'inclus maintenant dans toutes les présentations de ce projet. Alors j'ai juste mis en illustration des arbres qui ont un peu de la misère mais qui ont survécu. Ceux-là ils sont sur notre blog, on les a appelés les increvables. Il y en a un qui était fendu en deux, et puis il y en a un qui était plié à 90 degrés. Et en fait ils sont toujours là. Je les ai repris là 1 an plus tard, ils sont encore plus gros et ils vont très bien. Donc c'est un arbre assez costaud. Il ne pousse pas très vite mais il est assez costaud. Mais je mets toujours cette diapo parce qu'en fait, si vous regardez des projets de reforestation, si vous commencez à aller à des présentations comme celle-là dans des environnements beaucoup plus officiels, en général, j'ai jamais vu de présentation où les gens doutent en fait, quoi. Ils ont trouvé un truc super, ils ont trouvé des paysans merveilleux, un pays génial, une organisation fantastique, l'arbre est super apprécié, les populations locales l'adorent, et tout va bien. En fait, voilà, ils ont trouvé la solution pour sauver la planète, il faut juste que vous leur donniez un peu plus d'argent pour qu'ils étendent ça à l'ensemble du globe. Et en fait, en général, quand vous allez là-bas travailler pour ces programmes-là, si vous travaillez un petit peu longtemps, ça ressemble pas à ça, quoi. C'est assez rare. Les programmes qui marchent à tous les niveaux, qui ont des effets sociaux, économiques et tout ça, positifs dans tous les sens, et surtout qui simplement arrivent à faire ce qu'ils voulaient, sont assez rares en fait, quoi. Et en général, ils y arrivent partiellement. Une des raisons, c'est que si on va faire ces programmes, en général, on va les faire dans des pays où c'est un petit peu difficile au niveau politique, social, économique, matériel. Donc il y a pas mal de raisons pour qu'un programme normalement constitué marche moyennement. Donc on peut dire qu'à chaque fois que notre programme est beaucoup mieux constitué que celui du voisin et que du coup il marche super bien, mais en général, c'est en partie des bobards. Donc moi je décide de faire une diapo où je vous mets tout ce qui ne marche pas. Et il y en a sans doute un peu plus, pour essayer de rester réaliste. Parce que après, quand les programmes croissent, ça devient des choses où l'échec est complètement refusé et où en fait, la critique n'est plus vraiment possible et du coup l'amélioration non plus. Et l'adaptation à d'autres terrains et tout ça devient très très difficile. Donc, les raisons qui font qu'on a pas mal d'arbres qui sont morts, qu'il y a des pépinières qui vont être abandonnées, des employés qui ne vont pas être reconduits dans les pépinières parce qu'à chaque fois qu'on va les voir, ça ne marche pas mieux que la fois d'avant, etc. C'est un peu ce que j'ai listé ici. Les difficultés du terrain haïtien, je vous en ai parlé, mais c'est
Globalement, c'est difficulté à faire 135 km dans la journée, mais ça touche à tout, quoi. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas, enfin, dans les villes où on travaille, quand la ville du Nord, quand ils veulent un policier, il faut louer la voiture au seul gars qui a une voiture louable dans la ville, aller à la grosse ville d'à côté, demander au policier de nous accompagner, le ramener, donc tout ça c'est 1 heure de route à chaque fois. Là, il vient étudier votre cas, ensuite il faut le ramener chez lui pour qu'il puisse aller se coucher, quoi, en gros. Et voilà, donc vous avez dépensé plus d'argent que les 3/4 des gens de la ville peuvent dépenser sur toute autre chose qu'un meurtre, en gros. Donc il n'y a pas de policiers. La dernière fois que je suis passé, ils étaient super déçus parce que tout le village avait fait des réunions sans fin, etc., pour essayer de trouver un commissariat, enfin un local à offrir aux policiers pour créer un commissariat. Puis après des mois et des mois de tractation, ils ont réussi à avoir le chef de la police de la région qui est venu voir le commissariat qu'il lui offrait. Il est resté 5 minutes, il a dit non, c'est trop petit, il est remonté dans sa voiture et voilà, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas de police. Donc ça affecte quand même les choses, quoi. Après, il y a des risques globaux persistants, c'est-à-dire que le gouvernement actuel est stable depuis les dernières élections, donc un peu avant que nous on arrive. Martelly, l'ex-chanteur, on connaît ses affiliations, etc. Mais globalement, il semble faire le boulot de manière honnête, quoi, on va dire. C'est-à-dire, c'est le retour que nous font pas mal d'Haïtiens, c'est il martyrise pas encore les populations, il n'a pas l'air de s'en mettre plein les poches de façon trop ostensible, en tout cas ça n'affecte pas le développement actuel du pays. Bon, il bouleverse pas l'ordre établi, mais il construit des routes, il construit des écoles, il met des enfants à l'école gratuitement, il lance des programmes d'environnement, il essaye de développer le secteur minier, etc., et bien sûr. Mais globalement, l'impression que ça donne pour quelqu'un d'un peu néophyte comme moi, d'Haïti, puisque ça fait que 3 ans que je connais et c'est vraiment pas assez, c'est que ce pays, si on le laisse un peu tranquille au niveau politique, si c'est pas vraiment le chaos total et l'anarchie complète et un danger permanent, en fait, recommence à se développer tout de suite, quoi. Dès que c'est un peu près calme pendant 6 mois, déjà il y a toute une diaspora qui n'attend que ça pour venir s'installer, relancer des projets, etc. Et puis, sur place, il y a du business, il y a des possibilités, donc ça commence à prendre de l'ampleur. Là, moi, depuis que j'y vais, je vois des routes se construire, je vois des systèmes d'éboueurs se remettre en place dans les grandes villes, des choses comme ça qui changent la vie quotidienne des gens au jour le jour. Donc pour l'instant, ça va, mais voilà. Si lui, il décide de virer comme ses prédécesseurs, ou s'il se fait virer et qu'il y a un de ses prédécesseurs qui revienne, c'est très très incertain. On a des retards dans le programme scientifique sur la partie oxalogène, parce qu'on voulait étudier l'effet des arbres oxalogènes sur le sol. Et on a été dirigé vers Haïti un peu par le hasard des choses. Et il se trouve que l'essentiel des sols en Haïti sont très calcaires. Donc pour étudier un arbre qui injecte du calcaire dans un sol très calcaire, c'est un tout petit peu plus compliqué que prévu. On est en train de pallier à ça en poursuivant les études en Haïti et en les étendant au Mexique, de là où vient l'arbre, parce que là-bas on peut trouver des sols non calcaires, où il y a de ces arbres. On a des taux faibles au nord, ça c'était juste un résultat d'un audit. En gros, on est parti sur le projet, et une des particularités du projet, c'était donc, comme on a un arbre nourricier, on ne va pas faire des reforestations de coteaux ou de vallées ou de choses comme ça, on va distribuer les arbres aux habitants du coin, et en fait, l'arbre est fait pour assurer une base de subsistance, à terme, dans votre jardin, quoi, en gros. Donc, on distribue les arbres par 2, 3, 4, 5. Et l'idée, c'était que la distribution était associée d'une formation sur le soin aux arbres, un peu agricole, etc. Et aussi d'une formation sur la nutrition, tous les apports nutritifs de cet arbre, et dirigée spécialement vers les femmes. Alors ça, c'est un truc qu'on hérite du programme américain qui a lieu dans toute l'Amérique centrale. C'est une femme qui l'a créé, et elle n'enseigne que aux femmes. Elle a décidé que c'était pas possible, que ça marchait beaucoup mieux avec les femmes, donc en fait, elle impose ça dans les villages. Pardon. Elle n'enseigne la formation sur la nutrition que aux femmes, et du coup, elle demande aux femmes de planter l'arbre. En gros, l'idée étant que si la femme qui s'occupe de la famille, plus souvent que l'homme dans ces pays, est sensibilisée au fait que c'est un investissement à long terme, elle peut s'occuper de 3-4 arbres beaucoup, beaucoup mieux que son mari, qui est plus souvent responsable des champs. Et donc, il y a un investissement à long terme. Bon, il y a pas mal de programmes humanitaires qui maintenant se dirigent vers les femmes comme ça pour des raisons très pragmatiques. Oui, inversé d'une certaine manière, mais oui. On avait décidé de l'appliquer quand même, mais bon, on n'est pas non plus dogmatique. Donc on s'est retrouvé avec des gens, en particulier dans le Nord, qui disaient « mais c'est un arbre génial, moi j'ai un champ, j'ai de l'eau, j'ai tout, donnez-moi-en pas 5 ou 10, donnez-moi 50, ou 100, ou 150 ». Et on s'est retrouvé avec des gros taux de mortalité, parce qu'en fait, l'arbre ne poussant pas assez vite, il ne semble pas être considéré comme un arbre par tous les Haïtiens. Certains l'oublient un peu dans leur champ. Donc on arrive dans le champ, le gars nous dit, ils
sont tous morts. Bon, c'est bizarre quand même, c'est un arbre assez costaud et tout. Puis après, on trouve des traces de feu ou des bouts de notre arbre brûlés parce qu'en fait, il a passé le feu à la fin de l'année pour nettoyer son champ et il a oublié qu'il avait planté 50 arbres dedans, qui étaient gros comme ça et qui, donc, bon, le feu, paf. Ou alors, il a labouré son champ et il a retourné les arbres. Donc, ça nous a un peu renforcé dans le sexisme prévu parce que, sincèrement, le truc, c'est que ouais, ça semble pas être un arbre très adapté à planter dans des grands champs et en plus, le traitement qu'ils font subir à leurs champs ne s'adapte pas à des arbres, quoi, en fait. C'est vraiment des cultures annuelles et soit en passant le feu, soit en passant la houe, bon, le reste ne tient pas. Et puis le dernier point que j'ai listé ici, pauvreté, sécheresse. Il y a beaucoup de sécheresse en ce moment. La ville du Sud n'a pas reçu de pluie depuis 1 an, donc évidemment, les paysans sont habitués à arroser leur culture annuelle, éventuellement, mais ils sont vraiment pas habitués à arroser des arbres. Enfin, gâcher de l'eau pour un arbre, en gros, un arbre, c'est quelque chose qu'on plante et puis il est censé pousser, quoi, tout seul. Donc, c'est un gros problème. Faible espérance de vie, je mets ça parce que moi, en faisant mon audit, je cherchais à compter les arbres morts et vivants et je me suis retrouvé à compter des gens morts et vivants. C'est-à-dire que j'ai eu 3 personnes sur les 50 que je voulais auditer. Elles étaient mortes entre l'année où on leur avait distribué l'arbre et l'année suivante où on venait contrôler si son arbre était toujours vivant. Donc j'ai commencé à me dire que vraiment dans les régions du Nord en particulier, ils sont extrêmement pauvres, extrêmement sèches et où l'état nutritionnel de la population est à peu près le pire de Haïti, que ça jouait sur les succès de notre programme aussi, puisque forcément quand le gars est mort, on s'occupe moins de ses arbres, quoi. C'est un coin où quand moi j'y suis allé la première fois, l'américaine qui avait fondé l'association me disait c'est un des seuls endroits d'Haïti où on meurt du choléra en une journée. Parce que l'état d'hydratation et de nutrition des gens est parfois tellement mauvais que le choléra se déclare le matin et le soir il est mort. Par vomissement et diarrhée, il perd toute son eau et voilà. Ou alors il est pas mort mais il est plus soignable, quoi. Et c'est quand même pas comme ça partout. Donc, mais ça fait peser sur les programmes. Alors, je vous parle brièvement de l'autre programme qui est beaucoup beaucoup plus petit, hein. Donc là on est sur des dizaines de milliers d'arbres en Haïti par an. Et puis là, on a un petit programme avec la société Indigo, donc, qui avait un petit budget de quelque chose comme 8-9 000 euros annuel pour planter des arbres et compenser un peu son carbone. Mais c'est pareil, ils font de la compensation carbone dans le sens qu'ils disent, ils font leur empreinte carbone à eux en tant que boîte et ils disent on va consacrer tant de notre chiffre d'affaires à planter des arbres. Donc ils ne comptent pas le nombre de tonnes de carbone, etc. C'est juste que c'est un prétexte pour eux pour faire une action de reforestation. Et là, c'est donc un programme qu'on a désigné ensemble, enfin qu'on a dessiné ensemble avec le fondateur de l'association, enfin de l'ONG Sadhana Forest, et donc le PDG de cette petite entreprise, Bruno Lost. Et donc l'idée, c'est de prendre un terrain où il y avait, qui est quelque part dans le Tamil Nadu, près de Pondichéry. Et c'est une partie de leur terrain, donc eux, ils sont implantés un peu plus au nord de ça, mais il y avait un terrain qui était ce qu'ils appellent un wasteland, un endroit où la terre est tellement érodée, qui est tellement desséchée qu'il n'y a plus vraiment grand-chose qui pousse, y compris pas la forêt naturelle de ce coin-là de l'Inde. La forêt naturelle de ce coin de l'Inde, c'est la forêt... la savane décidue sèche tropicale, je crois, ça s'appelle en français. Qui est une forêt super spéciale qui existe très très peu dans le monde et même en Inde. Et donc cette organisation essaye de la faire revivre, renaître. Et donc l'idée c'était d'utiliser des arbres de cette guilde-là, enfin de cette forêt, des arbres natifs, dont certains sont oxalogènes. Donc on sélectionne au sein des 160 espèces qui savent replanter, quelques-unes qui sont oxalogènes, plus d'autres. Et sur 5 hectares, on essaye de faire une reforestation et un système de collecte des eaux de pluie, c'est-à-dire des aménagements de terrain, pour qu'il y ait 100% de collecte. Aucune perte en eau, en fait. Que le terrain est légèrement en pente, il y a des petites ravines, etc. On bloque tout pour qu'en fait toute l'eau de pluie qui tombe sur le terrain finisse dans la terre. Et ça, c'est exceptionnel parce que juste si on arrive à faire ça, il y a déjà des arbres qui vont repousser. Alors ça, c'est des photos des volontaires là-bas, qui sont beaucoup de volontaires étrangers là-bas dans cette organisation en Inde, qui viennent faire de la reforestation en plantant des arbres. Alors ils plantent avec des techniques assez particulières et assez sioux, assez élaborées, avec des espèces de buttes de terre qu'ils créent pour planter l'arbre dessus. Alors au lieu de creuser dans une terre très dure, on fait en fait un monticule de terre beaucoup plus meuble,
ce qui est beaucoup plus facile. Et on installe l'arbre donc dans un terrain qui va être assez facile pendant ces premiers mois ou années de croissance, avant qu'il arrive sur la terre qui du coup se sera ramollie après. Donc, il y a des trucs comme ça, avec des paillages de feuilles, des choses comme ça. Donc on en est maintenant on entame la 3e année de ce programme et on a planté plus de 3000 arbres, je crois, dans ce terrain maintenant. Voilà, je vais finir la présentation avec une toute petite vidéo qui a été tournée lors de l'audit qu'on vient de faire en Haïti. Alors, les chocobos pour PDL, c'est important, c'est parce que, d'après toutes nos informations, après la formation des maires, qui nous partagent les idées sur ces pépinières, et j'ai dit oui, c'est important parce que les membres de l'OPDL peuvent planter les pépinières et récolter par la suite et vendre ça là-bas et même accumuler et même grandir dans la vie économique avec ces plants. Donc là, on se baladait dans les propriétés des gens pour vérifier leurs arbres. J'ai planté 7 pieds, quoi. J'ai planté 7 pieds. Si mon qui est dans un endroit, il y a 100 pieds là-dedans. Allez, secrétaire, m'a battu mes arbres, m'a botté de l'eau, m'a posé. Pour moi, c'est ma gain. Bonjour, madame. C'est petit là. Et pourquoi vous plantez chocobou? Chocobou, d'après l'information pour planter chocobou, c'est pour ça dit qu'il y a un peu de vitamines et puis pour manger, plusieurs choses à manger. De toute façon, tu es capable. Par exemple, qui mange le bail? Bon, les bails qui fait farine, il fait un chocolat, il fait boisson avec, il fait salade, et il fait boule capoutée avec patate. Bon, c'est clair. Ah oui, ils sont en santé, ils pètent des feuilles là. Ils pètent des feuilles toutes fraîches. Je suis Nixon Cassis. La responsabilité, c'est juste pour faire la distribution des chocobos et faire des formations avec les gens de la communauté, comment planter les arbres et quelle importance dans les arbres. Chocobou, moi-même, les bon, l'on fait chocolat avec. Quand il y a les bons, mettez dans la sauce plat. Nous qui disons fait pâté ensemble avec lui. Quand il y a là. Et puis, nous coupé, nous fait sauce. Et nous fait un pile l'autre bagage ensemble avec. Merci. Oui. Pour moi, mes amis, donc, moi, j'ai un programme Chocobou qui commençait en 2011-2012 et continue en 2014. Donc, pour avenir les paysans dans le Nord, pour le programme Chocobou, moi, ça a bien passé parce que ils ont montré qu'ils ont une volonté pour gagner Chocobou la Caillou et pour comprendre la réalité Chocobou qui va permettre qu'ils vraiment remettre pour faire en pile activité ensemble avec eux, pour planter pieds bois et prendre graines pour manger, pour transformer pour manger et pour faire un pile d'autres activités, par cabri, bœuf et prendre pour faire pour nourrir pieds bois d'abord. Donc ça, les mêmes pieds Chocobou, ça va permettre de nous parler en pile, il y a un pile intéressant pour pieds Chocobou d'abord. Donc les mêmes tours la permettent, même dans la zone là, ils ont récupéré de l'eau dans la zone ça qui était vraiment terreau qui est allé dans la mer, dégradation sol là. Donc un pied bois ça lui permet à bien pile forêt dans terreau et dans la zone qui gagne dégradation d'abord. Nous connaissons Chocobou ça bail en pile grain. Bon, bah connaît qu'est-ce que bail en pile grain et après les données m'a les données bon Dieu connaît. Nous aimons Chocobou. Oui.
Voilà, c'est la dernière diapositive. Donc celui qui vient de parler à la fin, c'est Pierre Hébert. Hébert Pierre. Et là, je vous ai juste mis avec mon créole de vache espagnole un remerciement pour le programme sur le Shikoku. Merci. Et oui, alors les traductions des vidéos, c'est moi qui les ai fait aussi, donc je crois que c'est correct, mais j'ai pas encore fait vérifier par quelqu'un qui parle vraiment créole. Oui, alors on va faire passer un petit gâteau. Oui, j'introduis juste le fait qu'on va faire passer un plateau avec du gâteau. Donc ça, c'est un mélange intéressant parce que c'est une recette de genre biscuit texan offert par l'américaine qui s'occupe du programme sur le noyer Maya aux États-Unis, qui elle a développé plein de recettes. Donc je lui ai demandé des recettes et évidemment elle m'a envoyé des recettes de chez elle. Donc c'est du gâteau américain au noyer Maya d'Amérique centrale, pas d'Haïti parce qu'on ne produit pas encore de graines. Voilà, pour goûter. Et je prends les questions bien sûr. C'est quoi la suite du programme? La suite du programme. On poursuit le programme, on a donc maintenant une 4e organisation qui se joint à nous, c'est la Fondation Le Marchand. La suite du programme, c'est de continuer à planter des arbres, d'augmenter l'aspect formation, de diversifier les arbres qu'on plante parce que on était assez tranquille de planter une seule espèce d'arbre parce qu'on ne faisait pas des monocultures d'arbres. On donnait 3 arbres à une personne, 5 arbres à un autre, donc il plantait ses 3 chocogus, il avait aussi son manguier, son avocatier ou des choses comme ça, donc on ne faisait pas de modification drastique du paysage, on va dire, mais en plantant pas mal d'arbres dans des endroits où il n'y en a pas beaucoup, on commence quand même à changer des ratios. Donc maintenant, on veut rajouter d'autres arbres oxalogènes. On en a identifié un qui est le cajoutier sauvage. Ça fait déjà 1 an qu'on l'a identifié, on n'a toujours pas commencé à le planter, mais on a bon espoir pour cette année. Et puis aussi, en fait, céder à la demande. Il y a beaucoup de demandes sur d'autres arbres, en particulier le moringa, qui est un arbre qui n'a rien à voir avec ici, mais enfin avec Haïti. Oui. Et d'autres arbres qui sont demandés en fait par les paysans régulièrement, donc on va diversifier l'offre. Il y a aussi une volonté d'accentuer l'aspect permaculture ou agroforesterie, puisque pour l'instant on a, par exemple quand nous on plante les arbres, quand on peut faire des formations, sur la butte qu'on fait pour planter l'arbre, on va planter par exemple des haricots ou des pois, parce qu'ils sont fixateurs d'azote, ça ne peut pas faire de mal à l'arbre, et puis pendant que l'arbre grandit, tout de suite, immédiatement, comme on arrose l'arbre, la petite couronne de haricots, elle va pousser, puis ça donnera des haricots. Donc c'est juste une façon d'illustrer que c'est pas parce que vous avez planté un arbre que vous êtes obligé de mettre les haricots beaucoup plus loin. C'est déjà parti dans tous les sens. Normalement, il y avait des petits morceaux. Hein. C'est déjà. Non, oui, il y a un plateau qui circule normalement, avec pas mal. Donc c'est ça la suite. Et une des suites donc sur l'agriculture, l'agroforesterie, c'est d'essayer de revenir. C'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais on n'est pas encore dans l'implémentation vraiment, mais on a vu que c'était quelque chose qui parlait. Ah oui, alors attendez ça. Excusez-moi. Ça, il faut relever le couvercle. C'est parti. Ouais, non, on va le récupérer. Je suis obligé de m'interrompre. Donc ça, je vais vous le faire passer, mais s'il vous plaît, gardez les 3 ensemble. Okay. Prendre, il n'y en a pas beaucoup, non. C'est surtout pour sentir en fait. Il y a 3 pots. Il y en a un où on a moulu des noix sèches, donc c'est simplement la farine, c'est comme ça qu'on peut faire de la farine, c'est très dur à moudre celle-là, mais on a réussi. Et puis ensuite c'est des noix torréfiées, et il y en a une qui est une torréfaction assez légère, ça ressemble un peu à du chocolat, c'est avec ça que j'ai fait le gâteau, et une un peu plus poussée où ça ressemble plus à du café, voire un café assez corsé. Donc c'est plutôt pour renifler et sentir les odeurs. C'est entre le chocolat et le café, je trouve. C'est ça, oui. Ça c'est des noix sèches simplement, voilà, tu peux les faire passer. Puis il y a un autre pot qui est de noix torréfiées là, je pense. Donc, oui, la dernière, juste pour finir de répondre à la question, une des directions qui nous intéresse beaucoup, c'est le jardin créole. Le jardin créole, c'était une espèce de permaculture native locale, enfin native pas des esclaves en fait, d'il y a 200 ans. C'est-à-dire que quand les esclaves travaillaient dans les champs des maîtres colons, ils avaient quand même au fond des champs ou quelque part sur le terrain des huttes, des cases, et autour de la hutte un petit jardin. Et donc en fait ils avaient développé naturellement pour leurs besoins eux une façon de cultiver plein de choses, donc plantes médicinales, vivrières, enfin un peu tout,
sur une surface super restreinte et avec un soin qui était ce qu'il pouvait lui rapporter quand il travaillait pas dans la plantation. Donc très peu. Donc en fait c'est un cocktail pour l'agriculture permacole, enfin la permaculture, hein, c'est un peu ce genre de truc, multiplier des strates, faire pousser plein de choses en même temps, combiner les effets des différentes plantes, etc. Et c'est quelque chose, nous on a déjà testé, les Haïtiens sont très conscients de leur passé, de leur histoire. Il n'y en a pas beaucoup qui semblent avoir oublié d'où ils viennent, etc. Donc quand on parle de jardin créole, ça sonne tout de suite très bien. Quand on parle de Haïti comme la perle des Caraïbes, enfin Hispaniola, c'était comme ça qu'avait été décrit l'île au départ, c'est un truc, n'importe qui dans la rue semble connaître l'expression et s'en rappeler. Donc quand on dit mais ça devrait pas être un désert, ça devrait être la perle des Caraïbes, ça fait appel à des choses profondes, quoi. Donc on essaye d'aller un peu dans cette direction-là, pour faire des choses qui, nous, on sait quelque part, vont dans la bonne direction, mais sans faire des choses qu'on importe, quoi. Parce que faire de la permaculture, on a fait des formations à la permaculture, et moi, sincèrement, je me demandais un peu qu'est-ce que les gens qui suivaient la formation allaient être capables de ramener chez eux. Parce que si moi je vous fais une semaine de permaculture ici, et que vous revenez dans votre jardin, et que vous regardez votre jardin, vous allez probablement vous dire, bon, bah, par où je commence? Alors peut-être que vous avez un cahier rempli de notes sur la permaculture qui va vous aider. Eux, ils l'ont forcément pas, pour la plupart. Donc une semaine ou 15 jours de permaculture, est-ce que ça change les pratiques d'un paysan haïtien? On s'interroge un peu. Donc revenir à des choses plus proches et plus efficaces, et plus endémiques, on va dire, nous intéresse beaucoup. Il faut que je réponde plus vite. Hein. Oui. Une question, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le cycle de l'oxalate et quel est le bénéfice pour l'arbre de fabriquer de l'oxalate? Très peu en fait. Je suis vraiment pas calé dans ce truc-là. Je l'ai regardé plusieurs fois, mais je le retiens jamais. C'est, de ce que j'en comprends moi, c'est une façon de gérer les cristaux d'oxalate en fait. De gérer sa production de cristaux d'oxalate, de l'excréter. Donc c'est une combinaison, et ça, tout ce que j'en sais, c'est que ça ne peut se faire qu'en symbiose avec les bactéries et les champignons. Chaque royaume, si on veut, joue son rôle. Donc il faut que la symbiose s'établisse, et il faut qu'elle soit en place dans les racines de l'arbre. Après, c'est une excrétion, et c'est un truc assez étonnant pour un arbre, hein, parce que ça commence par une excrétion par les racines, donc au début c'est des concrétions autour des racines, et au fur et à mesure que l'arbre vieillit, ça commence à arriver dans ses tissus à lui. D'abord dans les racines où l'excrétion se fait, et puis après ça remonte, et en fait c'est comme ça qu'on se rend compte que c'était déjà connu il y a longtemps, parce que les forestiers qui récoltaient des arbres tropicaux savaient que l'iroko, si on coupe, c'est un vieil iroko, on coupe à hauteur naturelle pour couper un arbre, donc à hauteur de poitrine ou un peu plus bas, à moins d'1,50 m, des fois on tombe sur de la pierre en fait. Il y a une colonne de calcaire qui s'est accumulé dans les tissus, qui ont remplacé les tissus de l'arbre jusqu'à quelquefois 1 mètre ou 2 dans l'arbre. Il n'y a pas un risque de créer une croûte qui justement pourrait être contre-productive? Alors, le calcaire ne s'accumule pas sur la surface, hein. Il s'accumule en dessous. Donc c'est au niveau des racines, vous avez vu l'espèce de dalle. Moi, ce que j'en comprends pour l'instant, c'est que la dalle est très très friable. En fait, vous pouvez casser cette roche avec la main. Et elle est très poreuse. Donc moi, je pense qu'au contraire, il y a un risque, enfin il n'y a pas un risque, il y a une potentialité que ça fasse aussi un effet physique de rétention d'eau et de micro-habitats un peu complexes qui peuvent être assez sympas. Apparemment, l'arbre en vit bien et les végétaux autour en bénéficient aussi. Donc il ne semble pas que ça ait fait ces effets-là. Sur des arbres matures, les arbres matures ont été étudiés scientifiquement pour l'instant uniquement en Afrique, sur l'Iroko. Est-ce que vous avez identifié des arbres oxalogènes qui puissent vivre en France, de latitude? Non, c'est une question qui revient à chaque fois, mais apparemment il n'y en a pas, non. Enfin, en tout cas, qu'on sache. Oui, pardon. La question c'était est-ce qu'il y a des arbres oxalogènes en France ou dans les latitudes de la France? Et la réponse est non. Apparemment, pour l'instant, on a trouvé plein de... C'est pas nous, hein, c'est Lausanne. Hein. Ils ont trouvé plein de plantes, y compris des cactus, des buissons, des choses comme ça, mais que en zone subtropicale, on va dire. La première découverte, c'était des buissons, des coteaux qui avaient été formés par des buissons à proximité de Bethléem. C'est là qu'il a découvert son truc. Donc, ça ne s'invente pas. Oui. Ma question concerne donc la fixation du carbone sous forme de pierre. Juste pour avoir un ordre de grandeur, si j'ai mes 4 arbres dans mon
En Haïti, les 4 arbres dans un jardin en un an, ça fixe l'équivalent de quoi? Pas grand-chose. Oui, la question c'est combien un arbre fixe, donc de cette manière, en calcaire, sous lui. Hein. Les seules études, donc encore, c'est Lausanne qui les a fait en Afrique, sur des irocos matures. Ils estiment que l'arbre peut stocker à peu près un quart de son poids en bois, en calcaire en dessous. Un quart ou un tiers. Mais ça fait quand même un truc, ils ont calculé qu'avec ce que l'arbre fixe par an, un arbre mature, c'est comme si l'arbre pouvait enlever le trop-plein de CO2 que nous, on émet dans l'atmosphère, sur une colonne d'air de 1 km autour de lui, sur toute la hauteur de l'atmosphère. Donc c'est pas négligeable. Chaque année, le petite accumulation, il pourrait enlever les 2 ppm là, qui s'ajoutent, ou un ppm, qui s'ajoutent chaque année. Bon, c'est des ordres de grandeur, hein, c'est pas du tout prouvé, ça dépend de plein de conditions, mais c'est pour dire que c'est pas négligeable. Il y a aussi des études qui tendent à s'intéresser à des dalles fossiles, en fait. C'est-à-dire que même dans des zones où maintenant il n'y a plus d'arbres en Afrique, il semble qu'on puisse retrouver des dômes et des dalles qui viennent d'anciennes forêts oxalogènes. Donc l'effet de ce truc-là, en masse brute au niveau mondial, et on ne le connaît pas encore, mais c'est possible que ça ne soit pas du tout négligeable. On me dit de parler des fours à biochar, avant que toutes les questions viennent. Alors, je vous montre votre carnet. Hein. Je te préviens. Par rapport à la question des développements du projet. Oui, alors une des choses qui est en développement depuis, en pensée depuis le début, mais qui commence à prendre un développement intéressant, c'est qu'on a, avec Chloé ici et un autre designer qui font partie de l'association Biomimicry Europa, ils ont décidé de s'emparer d'une question que moi j'avais mis dans mes programmes au départ, mais que j'avais pas eu la capacité de développer, c'était de développer un four à biochar pour Haïti. Donc les fours à biochar, je vous le fais vraiment très rapidement, c'est des réchauds, un peu comme les réchauds améliorés que pas mal d'ONG essayent de propager dans le monde, mais qui, au lieu de brûler du bois ou du charbon, effectuent une pyrolyse d'un matériau végétal. Donc une pyrolyse, c'est une combustion sans oxygène, hein, à toutes fins utiles. Et le réchaud, enfin le feu fonctionne sur le gaz de bois. Une fois que le bois est assez chauffé par un feu normal, il y a des gaz qui commencent à être émis par le bois, et si vous mettez le feu à ce gaz, vous pouvez en fait avoir un feu très très pur, enfin un feu de gaz, avec très peu d'imbrûlés, puisque vous brûlez la fumée en fait. Et le truc super intéressant, il y en a deux, c'est que vous pouvez brûler à peu près n'importe quoi, de la paille de riz, des coquilles de noix de coco, des choses comme ça. Et la deuxième chose, c'est que le résultat de cette combustion, une fois que ça a brûlé, en fait, toute la matière volatile du bois ou du matériel végétal a brûlé, et il reste beaucoup de charbon. En fait, c'est la façon de brûler du bois qui préserve le plus de masse de charbon. On peut arriver jusqu'à 50% de la masse sèche du bois qui finit en charbon. Alors on pourrait bêtement rebrûler ce charbon, mais si on ne fait pas ça, on se retrouve avec un charbon hyper poreux qu'on peut insérer dans le sol, enfin intégrer au sol, et qui, selon beaucoup d'études actuelles, c'est un secteur en pleine explosion, peut fertiliser le sol. Et encore une fois, c'est un fertilisant intéressant parce que ce n'est pas un fertilisant organique, c'est-à-dire qu'on ne donne pas à manger au sol, pour simplifier, on complexifie le sol. On crée dans le sol des microstructures, des pores, des espèces de petits trous protégés par la structure du bois, dans laquelle vont s'installer les bactéries et les champignons. Et donc en fait, on fait un sol qui devient plus accueillant à la vie du sol, et plus résistant à la sécheresse ou à des animaux qui vont manger les bactéries et les champignons, parce qu'il y a des espèces de petits havres de paix un peu partout, qui vont retenir un tout petit peu d'eau, parce que c'est des micropores, et puis là-dedans, il va y avoir des petites colonies de bactéries qui vont vivre. Puis dès que les conditions dans le sol sont propices, elles se propagent dans le sol, et dès qu'elles ne sont pas propices, elles survivent dans le biochar. Donc on est très intéressé par ça, par les deux aspects. Ça, c'est très biomimétique, c'est multifonctionnel, et surtout, on part d'un déchet. Et en Haïti, un endroit où on se dit, bon, si les gens meurent de faim, c'est qu'il n'y a pas assez de production agricole, entre autres. Hein. Donc pas assez de production agricole, on pense sol pauvre et rien pour les enrichir. Mais en fait, non. Les sols pauvres, oui, mais rien pour les enrichir, non. C'est-à-dire que les paysans brûlent quotidiennement de la matière végétale en Haïti, comme chez nous, hein, entre parenthèses, mais eux aussi. C'est-à-dire que chaque petit paysan, même dans son jardin autour de sa case, quand on visite pour visiter les arbres, presque tous les jours,
on voit un petit feu quelque part. Et ils ont balayé les feuilles mortes, etc. Ils ont fait un tas dans un coin, ils foutent le feu pour s'en débarrasser. Donc ça pourrait faire soit du compost, soit du biochar. Alors, nos deux designers font des choses que moi, je suis incapable de faire. Donc c'est génial. Ils ont commencé à faire une étude, que je vais vous montrer rapidement, parce qu'elle fait beaucoup de pages. Ils ont commencé à faire une étude de qu'est-ce que c'est cette histoire de biochar, comment on pourrait en faire en IT, mais alors ils font cette étude à la manière des designers, c'est-à-dire ils commencent à considérer tout ce qui pourrait rentrer dans la conception du projet, tout ce qui pourrait en sortir, ils font des plans, des hypothèses, ils font des super dessins, ils envisagent tout ce qu'on a sous la main, quelles machines existent en IT, quels matériaux existent en IT, quelles sont les contraintes climatologiques, etc., etc. Je vous passe ça un peu vite. Et puis après, ils commencent à envisager les designs de ça. C'est par exemple un réchaud à biochar qui a été développé en Inde au départ. Et nous, l'idée, c'est de faire des choses qui seraient accessibles en Haïti, donc fabriquées localement, à des prix qui sont accessibles à des paysans haïtiens, donc vraiment pas cher. Il y a par exemple plein de gens qui font soit des réchauds à biochar comme ça, soit des réchauds améliorés. Et quand vous allez sur leur site, ils disent qu'ils sont arrivés à un succès éclatant parce que leur truc coûte entre 30 et 60 $. C'est pas cher, effectivement, pour un truc un peu technologique, un peu avec des soudures, etc. Mais 30 à 60 $, c'est hors d'accès pour tout le monde. Donc, en fait, ils ont raté leur but. Ça ne sera jamais acheté par une ménagère sur un marché à 30 $. C'est hors de prix. Donc, le truc, nous, on s'est mis 10 $, je crois. Et le dernier voyage, Chloé avait contacté des gens. Donc, moi, comme j'étais en Haïti, j'ai pu rencontrer une personne. Et lui, il fait un réchaud qui n'est pas un réchaud à biochar pour 8 $. Avec des Haïtiens, il est haïtien, il a décidé qu'il fallait faire un réchaud qui consomme moins de charbon, simplement, il a réussi à faire un truc tout bête, on va le voir d'ailleurs. Je ne sais plus où il est, juste après. Donc là, vous voyez, nos designers, ils étudient des trucs en terre, des trucs en fer, enfin un peu tous les matériaux possibles et imaginables. Et là, celui de droite, celui-là, c'est éco-réchaud. Donc en fait, le gars, il a juste fait en gros un cylindre de fer avec dedans une auge en terre cuite assez épaisse. Et quand vous faites brûler du charbon là-dedans, vous économisez 50% de charbon par rapport au fait de le faire brûler dans un espèce d'entonnoir en fer à béton qui est le système traditionnel haïtien actuel pour faire un feu, quoi. Ou alors 3 pierres et des bouts de bois au milieu. Donc 50% de charbon avec un truc qui coûte 8 $, là ça commence à marcher. C'est-à-dire qu'il a vendu 30 000 réchauds en 3 ans. Et en faisant rien, enfin si, en fabriquant ses réchauds, en faisant un circuit de distribution avec des distributeurs agréés, qui sont les petits vendeurs d'épicerie qui existent dans tous les villages d'Haïti. Donc il leur donne des réchauds, enfin il passe un contrat avec eux, j'imagine. Mais ça c'est vraiment quelque chose. Alors le réchaud est pas du tout technologique, il y a moyen de faire des réchauds 10 fois mieux pour 15 $, peut-être, ou 20, ou 30, mais lui il a fait un réchaud que tout le monde peut acheter, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Bon, le gars est en plus passionnant. Par exemple, il a embauché une cuisinière parce qu'il s'est rendu compte que s'il n'embauchait pas une cuisinière, ses ouvriers, en sortant de son usine au centre de Port-au-Prince, passaient la moitié de leur paye à acheter à manger, en fait, dans la rue. Parce qu'ils étaient obligés d'acheter à des restaurants dans la rue, quoi. Et ils passaient la moitié de leur petite paye à manger. Donc il a dit, je vais acheter une cuisinière et je fais économiser la moitié de leur paye à tous mes ouvriers du jour au lendemain, pour une seule paye de plus. Donc il fait des choses comme ça. Là, il est en train de créer une sécurité sociale perso, parce qu'il n'y en a pas. Donc quelqu'un de très intéressant avec qui on va essayer de travailler. Qu'est-ce que je vous montre d'autre dans leur étude de design? Ça c'est génial, ça c'est un truc que moi j'avais vu il y a des années, j'avais jamais fait le lien. Eux ils ont fait le lien. C'est un designer ça? Ah si, c'est le même. Le truc Solar Center? C'est lui ça? Oui, mais les deux photos. C'est un gars qui a fait une imprimante 3D activée, enfin qui marche avec le soleil et qui utilise le sable comme matériau. Donc en fait, c'est un truc qui fait fondre le sable pour faire de l'impression 3D. Donc là, il a fait un bol en silice avec la dune, quoi, en fait, et avec le soleil du désert. Donc il a fait ça en Égypte, quelque part, ça n'a rien à voir avec Haïti, mais de prendre ça comme source d'inspiration, c'est pas mal. Bon, après, il y a d'autres choses, des matériaux divers, des plantes utilisées comme matériaux, des façons de faire. Ça, c'est quoi? C'est du plastique végétal? Du plastique qu'on faisait avant, en fait. En haut, on voit, c'est
bois durci, c'était avec du sang de bœuf et de la poudre de bois. Ouais, un mélange, tu veux expliquer? Là, on cherchait d'autres matériaux et on a regardé des matériaux qu'on utilisait avant en Europe, comme le bois durci, qui est un mélange de sang de bœuf avec du bois et qui produit quelque chose qui est proche du plastique, donc qui est un peu friable. Donc c'était vraiment de l'optique d'aller utiliser des matériaux qui sont autres que du métal, par exemple. C'était dans notre recherche. Alors c'est une recherche qui part dans tous les sens pour l'instant, ils explorent un peu tout, mais c'est super intéressant. Ça c'est des choses qui sont faites avec des écailles de poisson. Donc ouais, pourquoi pas, c'est rigolo. Ça c'est des plantes qu'on peut faire pousser dans des moules. Donc on peut obtenir des formes végétales durcies, des courges, mais à la forme qu'on veut, quoi. Donc ils sont partis sur des trucs dans tous les sens. Et le but, donc, c'est d'essayer de faire quelque chose en Haïti. Alors maintenant, vu qu'on a rencontré cet entrepreneur là-bas, qui, lui, il était assez ouvert à voir deux jeunes designers commencer à voir ce qu'ils peuvent faire dans ces systèmes. Donc on va essayer de développer un réchaud à biochar ultra simple, pas du tout forcément un achèvement au niveau technologique, mais qui coûtera pas plus cher que son réchaud, quoi, théoriquement. Et de se baser sur son réseau de distribution pour le distribuer aussi. Je reprends des questions. Oui, j'ai une petite prérogative. Demande. Oui. Demande, ça ira, ouais. Rappelez-moi déjà combien vous avez planté d'arbres. On est en train d'approcher les 75 000. Parce qu'il y a une association de forêt. Ah, attendez, oui. Une association qui s'appelle Cœur de Forêt. Plan de forêt. Cœur de forêt, oui. Et je crois qu'ils ont planté plus d'arbres que vous. Ah ouais, c'est possible. Hein. Donc là, il y a des mains. Et si vous avez besoin de main-d'œuvre. Ah bah, il n'y a pas de problème. Je suis là. Les deux. Il faut partir en Haïti, par contre, c'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, c'est une petite difficulté. L'organisation qui travaille dans le sud, qui est basée entièrement sur le travail de volontaires internationaux, haïtiens aussi s'ils veulent, mais il y a beaucoup d'internationaux parce que c'est leur manière de fonctionner depuis longtemps, Sadana Forest. L'organisation dans le nord, pour l'instant, ne fait pas ça, mais on peut explorer, pourquoi pas. Forcément, il y a toujours moyen d'aider dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Le nombre d'arbres, c'est un tout petit nombre, hein. 75 000 arbres pour une organisation qui fait de la reforestation. En général, les organisations essayent de planter des centaines de milliers d'arbres. Mais en général, pour planter des centaines de milliers d'arbres, on ne plante pas comme nous. On ne distribue pas aux gens. Parce que si vous imaginez qu'on donne entre 3 et 5 arbres, ça fait quand même quelques dizaines de milliers de personnes à qui il a fallu donner des arbres. Donc, c'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un qui possède une vallée, et puis d'employer des gens, de payer des salaires, et puis de dire on va planter des arbres partout. Et c'est beaucoup plus facile, mais à l'échelle d'un pays, pour nous, ça a beaucoup moins d'effet. Et puis en plus, c'est quelque chose de très très pénétrant, quoi, on va dire. C'est un truc où on ne s'occupe pas de ce que les gens ont besoin, est-ce qu'ils sont intéressés. Nous, on donne des arbres aux gens qui en veulent. On ne va jamais demander à quelqu'un dans un jardin, est-ce que tu pourrais nous mettre 3 arbres dans ton jardin? On arrive à peine à répondre aux gens qui veulent des arbres. Donc, et ça nous guide vers la personne qui s'est déplacée dans l'organisation, qui est venue prendre une demi-journée de formation, etc., pour choper ces 3 arbres, ou qui des fois a fait 3 heures de moto ou de marche ou n'importe quoi pour venir chercher ces arbres. On espère que quand elle revient chez elle, elle plante ses arbres tout de suite comme on lui a demandé, elle n'attend pas une semaine d'avoir rien d'autre à faire, elle leur donne un tout petit peu d'eau, elle leur donne un tout petit peu de terre un peu meilleure, elle va faire pipi une fois à côté pour lui donner un peu d'azote, ou jeter quelques feuilles mortes à ses pieds. Et donc c'est une technique très très... on n'est pas du tout dans les mêmes optiques que dans des organisations qui plantent des centaines de milliers d'arbres. Quand on passe à d'autres ordres de grandeur, on ne peut pas faire les choses pareilles. Et pour nous, on se méfie beaucoup sur le fait de passer à vraiment un ordre de grandeur supérieur, c'est-à-dire par exemple de passer de 75 000 à 750 000, parce que c'est très difficile de garder la même qualité à un ordre de grandeur 10 fois plus grand, quoi. On peut croître, on peut planter plus d'arbres, on peut distribuer des arbres en fait à plus d'organisations, mais il faut faire très attention. Sinon, on passe à quelque chose où on ne peut plus s'encombrer de sentiments humains, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus lier avec une relation avec tous les gens qui vont planter des arbres pour nous. Il nous faut un chef, des sous-chefs,
des gens qui délèguent, qui répercutent l'information, puis nous on ne peut pas contrôler. Donc c'est comme ça que ça marche quand on plante beaucoup d'arbres. Donc les organisations qui plantent quelques centaines de milliers d'arbres, moi je considère qu'il y en a qui doivent pouvoir faire bien leur boulot. Les gens qui, comme Nestlé, plantent 60 millions d'arbres dans un pays, moi j'y crois pas. Parce que si le pays se met à planter 60 millions d'arbres, d'accord. Mais quand une organisation commandite une association locale pour planter 60 millions d'arbres, bonne chance. Voilà. C'est la deuxième question. Allez. On va en prendre 2-3 autres avant. Oui, Anne-Lise. Oui, alors je répète la question. Est-ce que le mode de distribution est une explication du taux de survie exceptionnel? Oui, on espère. On espère que le taux de survie est réellement exceptionnel. On y croit. Même si on se trompe de 25%, il est quand même exceptionnel. Donc ça va. On pense que c'est une explication assez forte de ça, oui. Alors après, le truc, c'est que le taux de survie à 1 an ou 2 ans, c'est une donnée. Après, on ne connaît encore pas le taux de survie à 5 ou 10 ans. Une histoire que je raconte toujours, moi, c'est qu'une des raisons, je dirais pas majeure, mais une des raisons qu'on connaît pour abattre un arbre fruitier chez soi en Haïti, on nous a expliqué ça une fois, et ça m'a pas mal marqué. En Haïti, l'école est payée au début de l'année. Vous voulez mettre vos enfants à l'école, vous payez à l'instit votre scolarité annuelle le 1er septembre, quoi, enfin le jour de la rentrée. Et lui, c'est son salaire de l'année, en fait. Il n'a pas de salaire de l'État, il est payé par les frais de scolarité. Donc tout ce qu'il emmagasine le jour de la rentrée, c'est ce qui va le faire vivre toute l'année. Donc si vous n'avez pas l'argent, vos enfants ne rentrent pas à l'école, forcément. Et donc, il y a des parents qui économisent, et une des façons d'économiser, c'est d'élever un porc, un cochon, dans votre jardin, avec tous les déchets, c'est super permacole, c'est génial. Sauf que des fois, les cochons sont attachés autour d'un arbre, on les nourrit, pendant 6 mois, on les engraisse, et puis en août, on tue le cochon pour avoir l'argent pour le début septembre, quoi. Parce qu'on sait que si on tue le cochon 3 mois avant, on va le dépenser, l'argent. Si on est un peu limite, ou très très limite, on n'est pas capable de garder de l'argent. Donc, ils prévoient de tuer le cochon en août, et puis en juillet, le cochon s'échappe, casse sa corde, et ravage le champ d'à côté. La loi coutumière dans ce cas-là, c'est que le gars dont c'est le champ a le droit de tuer le cochon, lui, séance tenante, et de vendre le cochon. Donc c'est une perte totale pour celui dont le cochon s'est échappé. Et dans ce cas-là, le père de famille qui ne peut plus se retourner, quoi, il abat un arbre, il fait du charbon, un gros arbre dans son jardin, il fait un gros tas de charbon, et il peut quand même payer la scolarité de ses enfants. Alors je ne dis pas que ça arrive tous les jours, mais c'est une des raisons, parce que des fois on se dit, mais comment le gars peut abattre un manguier de 40 ans, quoi? Il sait que ça lui donne des mangues, c'est pas possible. Oui, c'est très bien, mais des fois, il n'y a pas de choix. Et ça arrive pour l'école, entre autres, parce que l'école est vue comme super importante. C'est vraiment un truc... ils essayent vraiment tous d'envoyer leurs gamins à l'école. Donc maintenant, il y a des écoles gratuites qui se développent, mais apparemment, ça n'a pas atteint nos régions. Donc ça, c'est pour dire qu'on n'est pas encore certain on ne voit pas pourquoi notre noyer Maya serait favorisé par rapport au manguier de 40 ans. Donc il y a encore ce genre de risque-là. Mais c'est clair que, vu que la communication, elle est faite sur... c'est un arbre pour se nourrir, et c'est un arbre dont on préfère vous en donner pas trop, on pense que c'est ça qui fait que le soin est plus grand pour l'arbre. Et puis bon, nous, on apporte le soin à l'arbre en le distribuant, et puis on va revoir. Et ça, moi, j'ai observé ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que première fois que je vais dans les montagnes, le programme avait déjà commencé. En fait, j'ai pas fait de visite. Moi, j'ai commencé le programme en virtuel, en me basant uniquement sur les partenaires de terrain. Ils ont commencé le programme, et j'ai pu les visiter en fait que 6 mois plus tard. Donc j'arrive dans la montagne reculée où on a fait une journée de voiture, on a dormi en bas dans la plaine, on a pris la moto, on a monté pendant 3 heures, donc on arrive au bout du monde. On est présenté, monsieur Daniel, qui a traversé l'Atlantique pour venir voir et aider à distribuer les arbres, etc. Bon, gros événement évidemment, puis on s'en va. Et quand on revient l'année d'après, alors là c'est vraiment gros événement, quoi. C'est-à-dire que la même personne qui revient dans leur petit village pour voir des arbres, c'est truc inédit, quoi, complètement hallucinant. Et quand on revient la 3e fois, c'est encore pire. Donc, à chaque fois qu'un d'entre nous va voir, enfin pour l'instant à Biomimicry, c'est moi qui vais visiter, mais il y a des gens des organisations qui évidemment visitent les plantations, enfin les endroits où des arbres ont été distribués. À chaque fois qu'on vient et qu'on montre qu'on est capable de faire 3 jours de bagnole plus tout le tremblement pour arriver jusqu'à ces 3 arbres dans un jardin, les gens regardent leurs arbres d'un œil nouveau, quoi. Donc ça, c'est aussi un truc qui se répand, et on espère que c'est quelque chose qui
qui s'intègrent dans la vision qu'ils ont de cet arbre, en tout cas. Je réponds beaucoup trop longuement à ces questions. Excusez-moi. Oui. C'est juste par rapport à la fertilisation. Vous avez donné l'exemple du bois sacré, où si on a besoin de la terre fertile, on est obligé de couper la forêt pour planter. Non. Non, on n'a pas besoin de couper. Non. On met juste dessus. Ouais. Mais est-ce qu'on peut retirer la terre fertile et pour aller fertiliser ailleurs? Ou est-ce qu'on est obligé de se faire sur place? On y a pensé. Pour l'instant, c'est pas du tout testé. Théoriquement, oui. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre le calcaire et il risquerait sans doute même d'être remplacé par l'arbre, si on ne tue pas l'arbre, évidemment. On pourrait sans doute creuser le calcaire entre les racines des grands arbres et s'en servir ailleurs. Alors c'est vraiment une problématique spécifique dans des coins où le sol est vraiment acide, quoi. Et en plus, moi j'aurais des bémols parce que en fait, c'est assez possible que la structure de la dalle calcaire joue aussi un rôle, quoi. C'est-à-dire que si on extrait le calcaire et qu'on en fait de la poudre et qu'on la met dans un sol ailleurs, c'est pas sûr que ça fasse tout le range d'effets, quoi, toutes les possibilités, toutes les potentialités. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, quoi.